Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau volet de Parole d'homme libre. Parole d'homme libre, l'idée c'est de prendre un homme libre, quelqu'un qui vit selon ses propres termes, qui a bâti sa vie, qui a fait ses choix de vie, et de voir avec lui, au-delà de sa thématique habituelle, au-delà de ses activités habituelles, qui il est, quel a été son parcours, de façon à en apprendre et éventuellement être inspiré par ce que les gens ont pu faire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi quelqu'un que je peux compter parmi mes amis, et dont on a parfois parlé sur cette chaîne, Jérôme qui vit à Minsk et qui est aujourd'hui directeur d'une agence de rencontres, d'une agence matrimoniale, qui s'appelle L'amour parle russe. Jérôme, merci d'être là. Merci à toi Simon de bien vouloir m'écouter et je répondrai volontiers à tes questions si ça peut intéresser tes auditeurs. Tu sais, c'est un sujet qui est assez récurrent sur cette chaîne, dans cette communauté, puisque dans le fait de s'expatrier, il y a le fait de changer de vie. Et alors, c'est pas toujours le cas, il y a des gens qui partent en couple, et c'est bien, ma foi, je comprends et je respecte cela, mais c'est aussi souvent un moteur, le fait de changer de pays pour refaire sa vie, et donc refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Et on a souvent parlé de rencontrer une femme slave, une femme russe, une femme biélorusse. J'avais fait un live à ce sujet-là, et c'est une chance aujourd'hui de t'avoir avec nous, puisque on peut dire que tu es un spécialiste de la chose. Oui, alors spécialiste, disons que j'ai de l'expérience, c'est toujours ce que je dis, je connais pas plus que toi ou moi, enfin au départ, sur les femmes russes, mais voilà, j'ai acquis certaines années d'expérience, donc effectivement, c'est ce que je veux faire profiter tous ceux qui sont intéressés par effectivement des rencontres avec des femmes slaves. Alors aujourd'hui, moi, je vais te sortir un petit peu de ta thématique, c'est l'idée, parce que ce que l'on veut connaître, c'est bien qu'est-ce qui t'a amené à changer de pays, qu'est-ce qui t'a motivé, quels sont les moyens que tu as mis en œuvre. Au passage, si vous nous trouvez un peu rouge là tous les deux, c'est parce qu'on filme à une heure différente et il s'est passé un truc aujourd'hui de totalement imprévu. Il y avait du soleil à Minsk. Je pensais pas que ça pouvait arriver, mais en fait, par la fenêtre qu'on a là, on a du soleil qui nous éclaire. Et voilà pourquoi on n'a pas les couleurs et l'image habituelle, mais je pense que ce qui intéresse, c'est le contenu. Jérôme, tu es né en France. Tu y as grandi, tu y as été pharmacien, ça je le sais, tu avais une pharmacie à Paris. Oui, tout à fait, oui. À quel moment tu décides de partir ailleurs? Qu'est-ce qui te motive à l'époque? Alors, ce qui me motive principalement, c'est un gros changement dans ma vie, c'est-à-dire la quarantaine, le divorce, donc j'avais une femme, 2 enfants, et mon ex-femme et mes enfants ont décidé de partir au Canada. Et donc, je me suis retrouvé tout seul à Paris et j'avais vraiment envie de changer de vie, quoi. Il se trouvait aussi que c'était une époque où, de toute façon, je voulais vendre la pharmacie pour en acheter une différente. Et donc, je me suis retrouvé tout seul à Paris. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et là-dessus, j'avais des amis ukrainiens, enfin, j'ai toujours des amis ukrainiens de mon âge qui vivaient entre Kiev et Paris, qui m'ont dit, viens à Kiev, parce que j'ai vécu un divorce très très difficile, viens à Kiev pour te changer la vie, quoi. Et donc, je suis parti à Kiev, un peu comme ça, un peu sur un coup de tête. Et c'est là que j'ai découvert les pays de l'Est et puis les femmes de l'Est. Voilà un petit peu... Il n'y avait rien de prémédité, il y avait juste une envie vraiment de tourner la page, de tirer un trait sur cette période un petit peu difficile. Et il se trouve qu'ils habitaient Kiev, donc voilà, j'ai atterri à Kiev dans un premier temps. Je l'ai déjà dit et je le vérifie à plusieurs reprises, c'est que quand on a une perte, la perte d'un être cher, que ce soit un deuil ou un divorce, quand on divorce c'est un deuil aussi, on fait le deuil d'une relation, c'est des moments très pénibles dans la vie. Pour y être passé moi-même, franchement, on en parlait tout à l'heure entre nous, off caméra, mais en même temps c'est une putain de motivation, parce que voilà, tu te trouves face à une ruine, quoi, ça a foiré, et il te faut reconstruire. Et je trouve que pas assez de gens utilisent cette opportunité, cette force qui est un peu celle que nous donne la douleur, pour effectivement rebâtir, mais vraiment se donner les moyens de tant qu'à faire, voilà. Tant qu'à faire, t'es pas content de ta vie parce que t'en es arrivé là, tant qu'à faire, barre-toi, refais tout, donne-toi vraiment une chance. Je pense que ça peut être un grand moteur dans la vie que le divorce, la séparation. Moi, c'est après mon divorce que vraiment j'ai changé de vie, et je pense que c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée,
Et quelque part, la plus grande chance qu'on m'ait donnée, dans le sens où j'ai pu pas trop mal l'exploiter, pas trop mal rebondir. Donc toi, tu t'installes à Kiev dans un premier temps. Oui, alors effectivement, je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire, et c'est intéressant parce que, passé la période difficile, etc., finalement, avec le recul, puisque c'est ma femme qui est partie, euh, finalement, quelque part, je la remercie. J'espère que ça ne sera pas compris dans le mauvais sens du terme, mais parce que tout ce que j'ai vécu après cette période difficile, et ben sans ce starter, enfin, ce qui est arrivé, ben, jamais j'aurais pu le vivre. Donc, quelque part, comme tu dis, ça a été difficile, mais finalement, ça m'a permis de vivre une deuxième vie, et je dirais une deuxième vie beaucoup plus intéressante que la première, finalement. Donc, ta question, c'était, j'arrive à Kiev. Tu arrives à Kiev, Oui, oui. j'arrive à Kiev. Donc, j'arrive à Kiev, je fais connaissance avec la ville, la culture slave, les femmes russes. Et tout de suite, j'ai comme envie, parce que finalement, je sentais que j'avais plus envie de revenir en France, quoi. Donc, je me suis jeté un peu là-dedans. Et, et donc, j'avais dans l'intention d'ouvrir une pharmacie, puisque c'est mon métier de base. J'ai bon, cherché un petit peu comment je pouvais faire. Finalement, avec l'aide de personnes que je connaissais un peu sur place, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment possible parce que d'autres lois, enfin, manières de vivre, je connaissais pas encore la langue, je connaissais pas comment ils travaillaient, etc. Et puis, bon, comment dire, au bout C'est d'un an et l'Ukraine demi, des années 2000 à peu près, quoi. ouais, je suis arrivé là-bas, on était en 2006-7, je me souviens plus exactement, 6-7-8, enfin, ouais, 6-7 Ouais. plutôt. Et donc, je suis d'une nature à pas vouloir rester sans travailler. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai compris que ouvrir une pharmacie, c'était pas possible parce que les lois sont différentes, c'est-à-dire que c'est un business en Ukraine, mais aussi ici à Minsk, en Russie, c'est pris en charge par des très gros businessmen, parce que c'est un business intéressant. Donc moi, là-bas, j'étais juste un petit microbe au niveau business. Donc j'ai compris que c'était pas possible. Ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'avais ma pharmacie, j'ai fait connaissance avec des touristes bélarusses qui, pour diverses raisons, sont devenus plus ou pas des amis, mais enfin bon, on est resté en contact. Quand tu avais ta pharmacie, toujours à Oui, Paris. oui, quand des touristes, bah, comme des touristes classiques, ils ont débarqué dans la pharmacie, ils visitaient les musées, elle avait des ampoules comme ça, donc je leur ai vendu non seulement je leur ai vendu des pansements, mais je me suis un peu occupé d'eux, donc du fait, on est resté en contact. Et à un certain moment donné, ils m'ont dit, bah tiens Jérôme, pourquoi tu ne viens pas à Minsk? Ça faisait déjà globalement un an et demi que j'étais à Kiev, en Ukraine, parce que j'ai un petit peu bougé. Et ben voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et hop, je suis arrivé à Minsk. Et là, j'étais vraiment surpris. Et j'ai décidé vraiment de rester ici à Minsk, de plus bouger, quoi. T'avais des a priori, on t'avait dit la dernière dictature d'Europe, t'avais peut-être Oui, une oui, crainte. oui. Alors effectivement, tu viens de le dire, parce que enfin, le Bélarus, tu n'y viens pas naturellement. C'est pas une destination de voyage naturel parce que bah déjà tu connais un petit peu, tu sais ce qu'on en dit, c'est-à-dire effectivement dernière dictature, le pays est fermé. Et en plus, moi à l'époque, je lisais un peu les guides touristiques, genre le guide du routard, le petit futé, je me souviens plus. Et tu avais vraiment l'impression qu'ici c'était le goulag, quoi. Donc c'est pas une destination naturelle. Et quand je suis arrivé les premiers temps, j'étais un petit peu sur mes gardes, quoi. Je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et finalement, bah, c'était vraiment une découverte magnifique, quoi. C'était pas du tout ce qu'on en dit dans les livres, et j'ai senti que c'était ma place, quoi. Et pour différentes raisons, mais c'est pas du tout ce qu'on en dit, et enfin voilà, quoi. Toujours aujourd'hui, moi je suis surpris. L'autre jour, tu sais, j'écoutais un youtubeur français qui c'est pas un idiot, c'est un mec qui a entrepris, qui a voyagé, qui a toute mon estime, hein. Et il disait bah, que la vie à Paris devenait de plus en plus difficile du fait de l'insécurité. Et là, il lisait un classement, il disait voilà, Paris est la neuvième ville la plus dangereuse du monde, c'est-à-dire qu'elle est à peine moins dangereuse que Minsk. Et moi, j'hallucine. Oui, oui, c'est dommage. C'est dommage qu'on laisse transmettre cette image du Bélarus aussi négative, parce que sincèrement, bon, moi j'ai une femme et deux enfants. Ben, j'estime que ma femme et mes enfants sont plus en sécurité ici à Minsk qu'à Paris où je vivais, pour différentes raisons. Donc, il est effectivement, encore une fois, c'est bien dommage qu'on répercute une image aussi négative, à la limite destructrice de ce pays-là, qui n'est pas du tout
qui n'est pas du tout celle de la vérité, quoi, finalement. Donc toi, quand tu arrives ici, tu as une bonne surprise. Un petit peu, j'imagine, comme moi, quand j'arrive en Russie à l'époque, où je me dis, c'est pas comme on m'avait dit. Oui, c'est pas vraiment, non. Et à ce moment-là, tu te décides de suite à rester. Tu arrives et tu te dis, je suis bien ici et j'en repars plus. Oui, déjà j'avais l'expérience de l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, j'ai passé de bons moments, mais il y a quand même une différence entre l'Ukraine et ici, c'est-à-dire qu'ici, tout ce que j'ai ressenti, calme, tranquillité et sécurité. Donc je me suis senti tellement bien que franchement, et là, j'avais plus envie de repartir, quoi. C'est un peu j'ai retrouvé ma ville, mon pays. Et donc, oui, j'avais plus... Même si la première année était un petit peu difficile, au niveau adaptation, j'avais vraiment plus l'intention de repartir, ça c'est certain. Ce que je ne comprends pas, tu vois, j'ai souvent posé la question, j'ai avancé des possibilités d'explication, mais sans prétendre avoir l'explication. Et tiens, j'en profite de t'avoir là pour te demander ton avis. Comment est-ce qu'on peut avoir des peuples qui sont très proches, culturellement, historiquement, les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiens, mais donc là je vais te parler des Ukrainiens et des Biélorusses, des peuples qui ont même des langues qui se ressemblent, on parlait de l'Ukrainien et du Biélorusse qui se ressemblent, et avoir des sociétés aussi différentes. C'est, je vais pas dire le jour et la nuit, parce qu'il y a toujours plus opposé que ça, mais quand même, quand on voit la société de l'Ukraine qu'on a connue, toi et moi, la société du Bélarus que l'on connaît, d'un côté, on a un pays qui est super clean, super safe, tout est au carré, rangé, on est en sécurité, les gens ils mettent pas un mot plus haut que l'autre. Et à côté, on a l'Ukraine où c'était un peu la jungle quand même, tu vois. Comment t'expliques, toi, cette différence? Alors, moi, je l'explique, mais c'est mon point de vue, attention. Je ne suis pas un spécialiste de quoi que ce soit, c'est mon ressenti de la rue dans l'Ukraine et de la rue ici, quoi. Enfin bon, un citoyen, disons, de base. Je pense que la vie en Ukraine a toujours été beaucoup plus dure qu'ici au Bélarus. Pour quelle raison, peu importe, mais la vie a été plus dure, donc ça forge des caractères, en Ukraine je parle, donc c'est des caractères qui sont forts, des situations conflictuelles qui arrivent assez vite. Attention, c'est pas négatif ce que je dis sur les Ukrainiens, mais c'est comme ça, c'est des caractères forts. Ici, la majorité de la population est d'origine de la campagne, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Donc les rapports humains sont plus faciles, même si le caractère slave est quand même assez affirmé ici. Alors voilà un peu mon point de vue. Ici, il y a un pays qui est tenu, et peut-être en face, il est un petit peu moins tenu, quoi. Voilà. Ouais, mon explication, qui ne vaut pas plus, puisque ce n'est moi aussi que mon opinion. Mais j'ai eu tendance à me dire la même chose, c'est que les Ukrainiens ont connu des époques beaucoup plus difficiles, où il a fallu développer un autre instinct à la survie, où il a fallu jouer des coups de survivre, quoi. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Oui. Et ici, ils ont moins connu la difficulté, ou en tout cas pas aussi grande. Ils ont été quelque part plus protégés, et c'est devenu moins la jungle. Ils ont eu moins besoin de passer coûte que coûte pour s'en sortir. Et c'est pour ça qu'ils sont restés... plus dans l'esprit de c'est bon, ça va aller, ça ira, ça va aller. Alors que les autres là-bas, c'est non, ça va pas aller, il faut à tout prix que je m'en sorte. Oui, je pense que c'est un peu le point de vue que j'ai, oui. D'où la différence de mentalité, encore une fois, attention, qu'on soit bien d'accord, moi j'ai rien contre les Ukrainiens, j'ai passé des moments merveilleux. C'est simplement une différence d'approche, voilà. Des caractères plus marqués d'un côté, des caractères un peu plus souples de l'autre, voilà. Ouais, c'est ce qui a guidé ton choix et le mien aussi, puisque j'avais passé du temps en Ukraine. Nos choix de vie, dans le sens où on se dit, pour nous, c'est plus facile de vivre ici, on s'y sent plus à l'aise, quelque part plus tranquille. Tu as eu un parcours d'entrepreneur depuis que tu es arrivé au Bélarus. Tu n'as pas commencé directement par ton agence de rencontres. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, donc quand moi je suis arrivé ici à Minsk, je voulais donc d'une part je voulais rester, d'autre part je me suis dit je vais ouvrir une pharmacie parce que c'est mon métier de base et qu'en plus ici investir en pharmacie coûtait moins cher. Finalement ça n'a pas été possible parce que globalement les règles sont les mêmes qu'en Ukraine, en Russie, enfin dans cette sphère-là. Donc c'était pas possible. Alors je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Et là, la folie m'a pris, et j'ai bien regardé, à Minsk, il n'y avait pas de restaurant français. Donc je me suis dit, je vais ouvrir un restaurant. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Oui, il n'y en a toujours pas de vrai restaurant français, donc si l'un d'entre vous a des compétences et l'intéresse, il y a de la place. C'est ça qui est chouette, tu vois. Souvent, les gens, quand ils veulent partir, je pense que la première barrière qu'ils rencontrent, c'est mais de quoi je vais vivre, comment je vais gagner ma vie. Et c'est là que je trouve que ton exemple, il est cool, parce que... Oui, donc j'ai racheté
un bar à bière, en fait, et je voulais le transformer en restaurant français. Alors, je connaissais encore pas vraiment la langue russe, je connaissais pas du tout le métier, hein, c'était pas mon métier, la restauration, je connaissais pas non plus comment dire, la manière de travailler des gens locaux. Et donc, je me suis jeté là-dedans, en fait, comme si je me jetais à l'eau sans bouée, quoi, globalement. Donc, je l'ai gardé à peu près un an, un petit peu, ouais, un peu plus d'un an, je me souviens plus, ouais. Après, une chance, j'ai pu le revendre. J'ai perdu beaucoup d'argent. Encore une chance, bon, je suis arrivé ici avec un capital qui m'a permis de vivre. Mais ça m'a permis de rentrer dans le monde du travail, dans le monde du business et de faire mon expérience. Parce que, enfin, je ne sais pas si toi tu es d'accord, mais il y a une grosse différence entre venir ici ou en Ukraine ou en Russie et puis globalement, comme touriste, un peu faire la fête, et puis vouloir s'intégrer dans la société, vouloir y vivre, vouloir faire un peu de business. La différence est assez grande. Elle est Et énorme. oui. Il y a bien une démarche qui est pérenne, parce que effectivement, tu choisis un nouveau pays, tu vas y travailler, tu vas y développer une activité, et donc tu vas t'insérer dans le lien social, et ça va être ton pays. Et l'autre, c'est un touriste à plus ou moins longue échéance, mais ça reste un touriste, parce que si tu ne parles pas la langue, si tu ne travailles pas avec les gens, même au bout de 20 ans, ben, tu n'es pas réellement intégré dans le pays. Après, ça peut être sous différentes formes. Tu peux très bien... imaginons que tu n'aies pas besoin de travailler dans le pays pour Oui, gagner ta oui, vie. là, je suis d'accord avec toi. Oui, effectivement, un retraité ou quelqu'un qui est déjà, enfin, qui se marie, qui a une vie posée, enfin, qui n'a pas envie. C'est autre chose Mais il aussi. peut s'impliquer quand même, tu Ah vois. oui, oui, tout à fait. Il va s'impliquer dans la vie culturelle, associative. Il va Ouais, faire ouais, des choses, tout même à si fait. c'est pas à visée lucrative. Par contre, effectivement, dire bah, j'ai 20 000 euros devant moi, donc je peux passer 6 mois au Bélarus, ouais, tu peux, mais tu n'as pas vraiment une expérience de la vie locale. Tu as l'expérience de la vie de touriste local, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand on est touriste ou quand on n'a pas, enfin, on n'est pas dans le monde du travail, on est dans une espèce de sphère, de bulle entre nous. On a une vie un peu particulière, un peu isolée finalement de la vraie vie locale. Et ce qui n'est plus le cas quand tu ouvres un business, hein, quel qu'il soit, parce que là, tu es confronté à l'administration, aux règles locales, à la manière de travailler des gens, et tu te rends compte que là, il y a quand même une grosse différence, quoi. Moi, j'ai ressenti qu'en tant que Français, je veux dire, ils ont un a priori plutôt positif sur nous, les Français. Mais dans le monde du travail, dans le monde de l'administration, t'es là, c'est bien, t'es pas là, c'est bien aussi, quoi. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a rien du tout. Voilà, il y a des règles, tu dois les suivre. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'était une bonne expérience pour moi, ce premier pas dans un micro-business, quoi, on va dire. Et l'entrepreneuriat, Ouais. c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est essayer, et essayer encore, et encore, jusqu'à trouver l'offre, la solution, parce que c'est jamais qu'offrir des solutions à des gens qui éventuellement en auraient besoin que d'entreprendre. Donc tu as appris de cette expérience-là, et après tu t'es reconverti, tu es reparti sur un nouveau projet. Oui, oui, oui. Et il me plaît, moi, celui-là. Donc, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas... Bon, à la fin, quand même, ça marchait pas trop mal, mais bon, c'était pas mon truc, quoi. Bon, la restauration, tout ça, c'est pas pour moi. Et j'ai rencontré ma compagne, qui est devenue ma femme à l'heure actuelle, et qui m'a dit... Donc, j'étais déjà comment dire, j'étais en train déjà de vendre le restaurant. Donc, comme je l'ai dit, heureusement, j'ai réussi à le revendre. Et donc, elle m'a dit, moi, j'aimerais bien ouvrir parce qu'elle est active aussi, et j'aimerais bien ouvrir des magasins pour vendre des vêtements pour les animaux, les petits chiens, tout ça. Je dis, ah ouais, tiens, pourquoi pas. Mais après, bon, on a un peu étudié le marché, et je lui ai dit, on va pas faire que vendre des vêtements, on va élargir notre offre, et on va vendre tout ce qui concerne les petits animaux, quoi. Pas les animaux eux-mêmes, mais bon, les croquettes, les accessoires. Et donc là-dessus, on est partis tous les deux dans cette direction, et on a ouvert un magasin, un deuxième, un troisième, donc ça marchait bien. Et là, donc j'ai vu la différence énorme quand on peut s'appuyer sur quelqu'un du cru qui puisse vraiment être efficace pour aider à développer le business. Est-ce qu'il y a des moments, puisque bon, après la suite on la connaît, ensuite t'as revendu et là t'as ouvert ton agence matrimoniale. Mais est-ce qu'il y a des moments dans ta vie d'expat, un peu comme moi à l'époque où je vivais sur mon bateau et je voyageais en bateau, je me souviens qu'il y a plusieurs moments, plusieurs fois où je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai fait ces choix-là? Des moments où tu es en galère, tu vois, mais pourquoi je suis pas resté tranquille dans ma vie d'avant?
Est-ce que tu as connu ces moments-là? Oui, oui, alors là, je dois le dire honnêtement, qu'effectivement, quand j'ai décidé de rester ici, la première année, mais moi je le dis franchement, il y a 2, 3 fois, j'étais sur mon lit à pleurer, quoi. Mais vraiment pleurer, une dépression. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais en sachant très bien que je resterai ici. Parce que quand je suis arrivé au Bélarus, je connaissais personne, donc sauf ce couple d'amis, mais sinon vraiment personne, personne. Vous savez que vous voulez rester, mais à un moment donné, qu'est-ce que je fais, quoi? Pourquoi je suis ici? Et donc des gros moments de déprime. Donc après, bon, ça remonte. Bon, puis après, de fil en aiguille, on commence à connaître d'autres Français, on commence à connaître d'autres Bélarusses. Donc on a sur qui un petit peu compter. Bon, allez, tiens, quand vous avez un coup de déprime, allô, viens, on va prendre un café, on va prendre un verre, etc., etc. Mais au départ, oui, attention. Donc la leçon que j'en retire, c'est moi, je me suis jeté à l'eau sans bouée, encore une fois, mais il vaut mieux, s'il y a des projets d'expatriation, au moins s'appuyer sur quelqu'un, genre Simon, qui au moins vous guide, qui au moins vous dit attention, parce que là, on est tout seul et on ne sait pas trop où aller, on se prend des claques sur la figure, on se demande pourquoi. Donc attention à l'expatriation, je pense que c'est quelque chose qui se prépare quand même. Sinon, bien qu'on aime le pays, on a des moments quand même on plonge, quoi, plouf. Après, on remonte. Immigrer, puisque c'est ce dont il s'agit, c'est faire l'expérience de la solitude. Ah, tout à fait, ouais, vraiment. Hein. C'est se trouver dans un endroit où t'as pas ta famille, où t'as pas tes amis, où tu as pas tes repères. Et effectivement, quand ça va, mais tu es sorti du cocon, quoi. Et il y a des moments de solitude, et j'en ai connu, pas que sur mon bateau. Je me souviens quand j'ai galéré ici à renouveler mon permis de travail. Et j'étais stressé parce que c'était la première fois que je renouvelais et ça marchait pas, je comprenais pas pourquoi. Tout était bien, mais ça passait pas quand même. Et moi aussi, j'ai eu un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me fais chier là, en fait? Alors que je pourrais être ailleurs et on me casserait pas les pieds. Alors on me casse les pieds pour 3 papiers. Mais oui, comme toi, j'ai pas pour autant considéré m'en aller. J'ai râlé, j'ai menacé dans le vide, ouais, s'il continue comme ça. Mais j'ai pas considéré sérieusement m'en aller. Est-ce que tu as un échec de parcours qui est ton échec préféré? Genre celui où tu t'es bien ramassé la gueule, mais où ça t'a apporté beaucoup. Genre celui-là, tu n'aimerais pas qu'il ne soit pas arrivé, voilà. Oui, le restaurant, hein, parce que moi j'ai perdu beaucoup d'argent dans le restaurant. Mais par contre, oui, ça m'a appris beaucoup de choses. Comment, je sais pas, des petites choses. Enfin, la différence de travail déjà entre la France et le Bélarus. Les salaires, c'est du net. Les primes fin de mois, c'est pas la peine parce qu'ici, ils sont pas à un mois, c'est déjà loin, donc c'est plutôt des primes à la fin de semaine. Des discussions avec les partenaires, le fait que tout soit pas toujours officiel. Enfin bon, oui, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, comme on en parlait avant la vidéo. Un exemple précis, donc on avait une administratrice qui nous volait, quoi, globalement. On s'en est rendu compte, donc moi, avec mon esprit cartésien français, bon, celle-là, j'appelle la police et ça va mal se passer pour elle. La personne qui s'occupait du restaurant m'a dit, Jérôme, non, ça se passe pas comme ça ici, on sait pas qui elle a dans la famille, des juges, des machins, des trucs, donc non, on va la faire tranquille, on va la faire venir, voilà, on sait ce que tu fais. On s'arrête là, on se serre la main, tu t'en vas, on ne veut plus entendre parler de toi, mais voilà, ça s'arrête. Voilà, toutes des petites choses comme ça qui font que, eh bien, ça m'a servi vraiment d'expérience, ce qui nous a permis pour le deuxième business que ça marche pas trop mal. Et puis donc, oui, non, mais le premier business, c'est toujours quelque chose d'assez inattendu. Et voilà, donc je ne regrette pas du tout cette période, hein, même si encore une fois, bon, j'ai perdu de l'argent, mais ce n'était pas le plus important. Un bon échec. Oh, oui, mais c'est-à-dire que je pense que, comment dire, il faut savoir apprendre de ses échecs. Hein. C'est comme ça que ça nous fait progresser, quoi. D'où l'importance d'essayer. J'ai pas fermé le restaurant en disant c'est bon, je repars chez moi, c'est pas mon truc, quoi. Non, bon, allez, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai perdu de l'argent? Pourquoi ça s'est mal passé? Qu'est-ce que j'en ai tiré? Et puis, oui, malgré tout, on a fait des connaissances, j'ai connu des gens, des Bélarusses, des Français, donc tout ça, ça m'a servi de base, ma future compagne, pour repartir sur un deuxième business qui était quand même beaucoup plus intéressant, quoi. Une question qui est typique pour toi, hein, je ne la pose pas aux autres invités de Parole d'Homme Libre, mais
C'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup inspiré après mon divorce. C'est quelque chose qui t'a inspiré, toi aussi, après ton divorce, pour changer de vie. Qu'est-ce que tu penses, si tu avais un conseil aujourd'hui, on prend le français moyen. Il a entre 30 et 40, il a été marié, il a peut-être des enfants, c'est parti en sucette, il est malheureux, naturellement. Mais est-ce que tu penses, pour l'avoir fait, est-ce que tu penses que ça peut être une bonne idée de se dire, bah, j'en profite pour changer de pays, aller quelque part où j'aurai un panel de choix, de rencontres plus important, où j'aurai plus de chances de... parce que je raisonne comme ça, moi. Où j'aurai plus de chances de trouver une chouette compagne. Est-ce que ce raisonnement-là, qui est le mien aujourd'hui, hein, qui est celui que je conseille aux gens, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses qu'il y a il y a des limitations? Et je ne parle pas de partir quelque part pour trouver une épouse et la ramener en France. Hein. Je parle de profiter de l'occasion pour vraiment rebâtir, reconstruire ailleurs. Je sais pas, je suis un peu partagé là-dessus parce qu'il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui c'est pas dans leur ADN, comme on dit. Hein. Donc je pense que oui, c'est toujours une bonne solution, au moins d'essayer. Peut-être pas se dire, bon là je pars, je ferme tout, je tourne la page et je m'installe définitivement quelque part. Mais ça peut être un bon moyen, au moins d'essayer, peut-être partir 1 mois, 2 mois dans un environnement qui semble vous convenir. Bon, peut-être, je sais pas, le soleil, la plage, ou moi ici, la culture russe, la langue russe, etc. Oui, ça peut être un bon moyen effectivement de rebondir. Parce que je trouve, si tu veux, l'idée de, tiens, je vais aller au Brésil rencontrer une Brésilienne pour la ramener à Saint-Machin sur truc, au fin fond de la France, c'est peut-être pas le mieux que je pourrais faire, quoi. L'idée inverse de dire, je vais rencontrer une Brésilienne, et grâce à elle, je vais pouvoir m'établir au Brésil, y créer un business peut-être, apprendre la culture, apprendre la langue, m'insérer là-bas, ben, je me dis que c'est une plus belle opportunité, en fait. Alors moi, je ne dirais pas opportunité, je dirais plutôt une possibilité d'essayer, quoi. Tu vois, de partir et se dire, au moins je vais essayer. Là, je suis d'accord pour toi, pour le premier pas. Pour le deuxième, partir et m'installer, bon, ok, mais premièrement, essayer, ou alors de mûrir sur place un peu son projet, mais encore une fois, de faire appel à genre quelqu'un comme toi qui peut un peu t'aider sur place, parce que se jeter comme ça dans un pays étranger qu'a priori on ne connaît pas trop, ouais, il faut essayer, ou alors mûrir son projet et après s'appuyer sur quelqu'un du coin qui peut guider, etc., quoi. Qui aplanit un peu toutes les difficultés que moi j'ai rencontrées quand j'étais tout seul. La voix de la sagesse et de l'expérience du type qui est passé par là, on le sent. Oui, parce que, attention, je pense que, là aussi je pense que tu seras d'accord avec moi, on ne peut pas rester dans un pays si on n'aime pas ce pays. Je veux dire, on ne peut pas, moi personnellement, enfin je vais parler du Bélarus, j'aurais pas pu rester au Bélarus si je n'aimais pas la culture slave, si j'aimais pas la langue, si j'aimais pas comment se comportaient les gens. Enfin bon, si on se sent pas un minimum bien dans son environnement, c'est difficile de rester, quoi. Par exemple, bon, de manière un petit peu superficielle, je veux dire, on peut pas rester ici que pour les filles. C'est pas possible parce qu'à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, quoi. On remet les pieds sur terre, mais est-ce que j'aime vivre ici? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi. Donc, et je pense, bon, je parle du Bélarus, mais le Brésil, la Norvège, l'Argentine, enfin, c'est un peu partout pareil, quoi. Je pense qu'il faut que tu aimes bien, il faut que que tu appréhendes bien l'atmosphère où tu vas arriver, quoi. Effectivement, hein, je suis tout à fait d'accord. Si tu vas t'installer dans un pays qui te fait pas vibrer quelque part, ben, autant que tu restes chez toi, quoi. T'as déjà un pays d'origine, tu y es citoyen, c'est facile d'y rester. Et si pour toi, tu changes pas pour mieux, en tout cas, on en parlait avec un autre invité. Quand on choisit un pays, j'entends souvent un raisonnement très, très factuel, très raisonnable, où les gens se disent, voilà, bah, la vie coûte plus cher ou moins cher, il y a plus ou moins d'impôts à payer, l'obtention d'un titre de séjour est plus ou moins compliquée. Mais j'entends rarement les gens dire, je suis arrivé là-bas et j'y étais heureux. Quand je sortais dans la rue, ben, j'étais content d'être là. Et moi, ça a été mon cas à Saint-Pétersbourg. Je suis arrivé, j'étais dans la rue. Le simple fait d'être là dans la rue,
eh ben, ça me rendait heureux. Et je pense que c'est peut-être le facteur primordial. Tu choisis pas un pays parce que tu vas y trouver des filles ou parce que tu vas y payer moins d'impôts, mais simplement parce que tu vas y être heureux après le Oui, reste. oui, non, mais ça, tu as tout à fait raison. Hein. Moi, j'ai un ami qui vit en Afrique, on en parlait, et qui s'éclate, un ami de mon âge, qui s'éclate en Afrique. Je ne pourrais pas vivre, moi, en Afrique. J'ai un autre ami, il est dans le sud-est asiatique, où il a monté son affaire là-bas, et il est vraiment aussi heureux là-bas que moi, je suis heureux ici. Le principal, c'est de trouver son environnement. Et je pense que là, oui, tu as fait raison. Le prix d'un repas, le prix de l'immobilier, la beauté des filles, ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de se sentir bien. Comme tu dis, on sort dans la rue, on lève la tête, on se dit, ouais, là, vraiment, je suis bien. C'est ce qui m'arrive souvent ici au Bélarus. Hein. Et ça rejoint ce que tu disais dans le sens où il faut essayer. Plutôt que d'avoir un plan bien construit et très logique, par élimination, on se dit bon, bah alors je vais m'installer là, essayer et voir si on s'y sent bien. Je crois que c'est une bonne façon de procéder. Alors tu sais que, ou tu le sais pas encore et tu vas le savoir, on a la tradition ici de s'offrir des livres, de se recommander des livres. Moi je pense que si on offre à quelqu'un, quand je dis on offre, c'est une recommandation, parce qu'un livre ça coûte pas cher, mais la bonne lecture au bon moment de sa vie, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse lui faire parce que potentiellement, ce cadeau peut changer sa vie parce qu'il peut changer sa façon d'appréhender les choses. Si tu avais, toi, un livre, des livres à nous conseiller, je suis toujours preneur personnellement de recommandations de lecture, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme livre ? Livre qui, toi, t'a marqué, qui t'a inspiré, qui a changé des choses pour toi ? Oui, les livres d'auteurs russes, Dostoïevski, Tolstoï, ça j'étais là-dedans. Peut-être c'est ce qui, je sais pas que ce qui m'a décidé, mais c'est ce qui m'a fait aimer en fait toute cette culture-là, oui. Mais un livre particulier, non, je pourrais pas te dire, parce que moi mon livre rêvé, c'est L'idiot de Dostoïevski, mais bon voilà, c'est mon livre. Et ben voilà. Voilà, donc, c'est pas trop, je sais pas, c'est ce qui m'a décidé de partir, mais en tout cas, c'est ce qui m'a fait aimer la culture russe et la littérature russe, et peut-être que, je sais pas. Dostoïevski, l'idiot, chez Tolstoï, si tu dois en retenir un. Ah bah, Anna Karénine, bien sûr, oui. Oui, ouais. C'est vrai que... Mais c'est mon choix. Hein, Tu vois, Anna Karenina m'a aidé beaucoup à comprendre la culture slave, leur référentiel culturel, leur façon d'appréhender le monde et les relations entre les gens. Anna Karenina a été pour moi une belle école d'apprentissage de la culture russe et de l'âme slave, on va dire. Oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, mon fils, je l'ai appelé Liev, parce que bon, en russe c'est le prénom de Tolstoï, en français c'est Léon, mais en russe c'est Liev, qui veut dire lion d'ailleurs en français, parce que bon voilà, Tolstoï c'est un de mes auteurs favoris. Donc j'ai mon petit lion à la maison. C'était Stefan Zweig qui disait que Tolstoï c'était la lumière, c'était l'homme qui incarnait pour lui la lumière dans son écriture. Oui, bah tu vois, c'est une belle image. Je te remercie d'avoir été avec nous, d'avoir partagé des choses qui te sont personnelles, qui sont personnelles à ton parcours. L'objectif étant que ça puisse éclairer le chemin des autres. Moi, j'ai souvent pris en exemple des gens qui avaient fait avant moi, qui avaient fait mieux que moi, en me disant, bon ok, lui il a fait comme ci et comme ça, donc ça me montre que c'est possible. Et les solutions qu'il a mis en œuvre, pourquoi pas m'en inspirer en tout cas. Le fait d'avoir un exemple, ça nous inspire et je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Les gens qui veulent suivre Jérôme, tu as ta chaîne sur YouTube qui s'appelle L'amour par le russe. Oui. Je vais mettre un lien vers ta chaîne, vers la chaîne de Jérôme en description de cette vidéo. Pour les gens qui sont intéressés par l'expatriation, je vais mettre en description de cette vidéo le lien vers mon quiz qui s'appelle Liberté géographique. Comment obtenir les possibilités pratiques d'habiter où vous voulez selon votre situation actuelle. Donc ça sera le second lien en description de cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce et tout cela. Merci Jérôme d'avoir été là. C'est moi qui te remercie Simon. Merci de nous avoir écoutés. Et à la prochaine. Ciao.